Professeur Dubos, quand on lit votre dernier livre, Courtisons la Terre, on a le sentiment que parfois, quand on a des attitudes antinaturelles, c'est qu'on a des attitudes plus humaines. Eh bien, plus humaine, je ne sais pas. Parce que il est impossible de séparer la nature humaine, de la séparer de la nature tout court. En somme, si vous mettiez un être humain sur la Lune, il peut survivre naturellement, comme on le sait. Mais pouvez-vous vous imaginer un enfant jouant sur la Lune avec tous ces encombrements qu'il devrait avoir s'il vivait sur la Lune? C'est bien que moi, je ne suis jamais arrivé à séparer la nature humaine de la nature dans laquelle nous avons évolué. J'ai pris comme hypothèse, une hypothèse d'ailleurs, qui peut se démontrer très bien du point de vue scientifique, que ce que nous sommes a été créé par la Terre, et ce que nous connaissons de la Terre, les endroits où nous vivons dans la Terre, ont été créés ou au moins modifiés par nous. Si bien qu'on a créé quelque chose où les deux formes de nature n'en font qu'une, forment ce qu'on appelle en jargon scientifique une symbiose. Oui. Ce titre, Courtisons la Terre, est un très beau titre, mais je sais que vous en auriez préféré un autre. Eh bien, justement, ça va essayer d'expliquer ce que je viens de vous dire au sujet de cette symbiose. Au début, j'avais pensé « Jardinons la Terre ». Et puis, jardiner la Terre, ça m'a évoqué l'idée de ratisser la Terre tous les matins. Ça m'avait l'air un peu brutal et un peu embêtant aussi. Ma femme, qui est américaine, a inventé le titre Courtisons la Terre, que j'ai beaucoup aimé et que nous avons choisi. Mais j'aurais préféré, moi, apprivoiser la Terre, employant le mot apprivoiser dans le sens où Saint-Exupéry l'emploie quand le renard dit au petit prince apprivoise-moi si tu veux vraiment bien me connaître. Car en vérité, on ne connaît bien les gens ou les animaux, ou les êtres, ou la terre, que dans la mesure où on entre en contact avec ces personnes ou avec la terre d'une façon si intime que des transformations profondes se produisent entre vous et la terre ou les animaux, le renard dans le cas du petit prince. Et c'est bien que ce sont maintenant deux personnes légèrement différentes qui ont acquis quelque chose de l'autre et qui ont formé une nouvelle unité. Et ça, c'est le mot apprivoiser. Mais le malheur du mot apprivoiser, c'est qu'on ne peut pas le traduire en anglais. Toutes les traductions du mot apprivoiser en anglais sont to tame. Et ça, c'est dominer. Tandis que moi, je ne veux pas parler de dominer, je veux parler de ce jeu entre les deux créatures, dans ce cas-là, la Terre et l'homme. Parce que quand on essaie de dominer la Terre, ça peut avoir des conséquences très néfastes. Regardons l'attitude que les hommes ont eue depuis la révolution industrielle, par exemple. On a dominé la Terre, mais oui, on en voit les résultats. Oui, vous avez tout à fait raison en disant depuis l'époque industrielle, mais ce n'est pas une explication suffisante, car les destructions les plus considérables se sont passées il y a 2 ou 3 000 ans. Toute la Chine, par exemple, dont vous savez qu'elle est complètement déboisée, ou plutôt on est en train de la reboiser en ce moment, mais elle était complètement déboisée, et le fleuve jaune et la mer jaune sont le résultat des érosions formidables qui se sont produites il y a 2 ou 3 000 ans, quand les Chinois ont complètement déboisé cette partie de la Chine. Et ça s'est produit en Grèce, ça s'est produit dans des tas d'autres pays. Mais tout de même, vous avez raison de parler de la révolution industrielle, parce que là, ça s'est fait d'une façon non seulement massive, mais presque universelle. Et je dirais qu'il y a plusieurs milliers d'années, on avait l'excuse de l'ignorance, ce qui n'est pas le cas au XXe siècle. Eh bien, vous savez, nous n'avions même pas l'excuse de l'ignorance, tant que ça. Platon, dans un de ses dialogues, explique très bien que ce qui est arrivé à la Grèce il y a 2000 ans est dû à cette déforestation. Donc, on savait déjà. Mais tout de même, vous avez raison. On a commencé à comprendre ce qui se passait vraiment il y a une trentaine d'années. Et en réaction, évidemment, à cette
pollution du XXe siècle, à cette pollution industrielle. Il y a eu évidemment ce mouvement écologiste. On dit que vous êtes le père du mouvement écologiste, mais je sais que votre définition de l'écologie n'est pas du tout la même que celle de la plupart des gens qui se disent écologistes. Eh bien, moi, je m'irrite constamment contre l'utilisation du mot écologique parce qu'on le limite à ramasser les boîtes de conserve ou les papiers dans la rue, etc. Alors que moi, je voudrais employer le mot écologie, comme d'ailleurs c'est son vrai sens, pour parler des rapports très complexes et multiples entre la Terre et les hommes. Et si vous faites ça, alors vous voyez que le mot écologie ne s'applique plus du tout. Par exemple, un de mes camarades, un professeur américain, qui parlait de l'écologie de la façon ordinaire, je lui ai demandé un jour, eh bien, est-ce que vous avez une pelouse devant votre maison? Il dit, bien sûr, j'ai une belle pelouse. Je lui dis, bien, une pelouse, c'est la chose la plus anti-écologique du monde, parce que tous les jours, tous les printemps et tout pendant l'été, il faut que vous détruisiez les plantes qui pousseraient là naturellement. C'est la même chose pour un jardin potager ou pour un jardin de fleurs, où constamment vous devez éliminer les choses de la sauvagerie, pour ainsi dire, pour introduire les choses que vous voulez cultiver. Et c'est là aussi toute l'histoire de l'agriculture. C'est donc, le mot écologie est extrêmement difficile si on ne l'emploie pas dans le sens où l'homme fait partie du système écologique. C'est parce que le nouveau mythe, c'est de croire que les choses qui sont naturelles sont les choses qui sont bonnes. Or, c'est une attitude totalement anti-scientifique. Eh bien, non seulement ça, c'est une excuse assez curieuse. Dans le Wooing of the Earth, dans la traduction française, oui. Courtisant la Terre, je raconte ce qui est un fait, que parmi les pays les plus admirés, les paysages les plus admirés, les paysages comme ceux de la Méditerranée, ou des îles de Grèce, ou bien les montagnes rocheuses au Colorado, dans l'Arizona, en vérité, ce sont des paysages qui tous, du point de vue écologique, ont été complètement détruits par le déboisement et par l'érosion. Mais seulement dans ce cas-là, le déboisement et l'érosion ont permis de mettre en évidence certaines valeurs esthétiques cachées de la nature, telles que la forme des rocs, la couleur des rocs, qu'on ne voyait pas avant sous la masse de verdure. C'est que le mot écologie devient extrêmement compliqué, à moins que vous ne définissiez à l'avance quels sont les critères qui vous font choisir qu'un paysage ou une partie de la nature correspond à vos besoins internes, intimes, personnels, esthétiques, aussi bien que physiologiques. Oui, mais les gens qui défendent, et je reviens à cette notion de nature, et qui veulent des choses naturelles, enfin on se promène ici à New York, il y a des magasins, c'est marqué d'aliments naturels, c'est un peu affolant d'entrer dans ces magasins, de voir les gens acheter toutes les bouteilles, bon. Mais pour ces gens-là, ce qui est important, c'est de conserver ce côté naturel. Or c'est un mythe quand même. Il y a deux parties très rapides à votre réponse. Naturellement, on s'est mis à ajouter aux aliments qu'on vend dans les magasins des quantités de produits artificiels inutiles. Inutiles, simplement pour modifier la couleur. Alors, je suis là, contre ça. Mais d'autre part, quand les gens se figurent que les aliments naturels sont complètement sains, c'est une erreur phénoménale. Songez seulement à la pomme de terre. Eh bien, je suis assez chimiste pour savoir ça. La pomme de terre, les pommes de terre ordinaires, contient naturellement une substance qu'on appelle la solanine. Et si vous mangiez à peu près 10 fois plus par jour de pommes de terre que vous ne faites, 10 fois plus de solanine, ça vous empoisonnerait. Et presque tous les aliments dits naturels contiennent des substances toxiques. Mais il ne faut pas se servir de ça comme excuse pour ajouter des tas d'autres choses inutiles d'origine chimique à la nourriture. Oui. J'aimerais qu'on change un peu de sujet et qu'on parle plus largement de l'homme et de votre conception de l'homme. Vous avez déjà déclaré qu'on pouvait tout régler avec les problèmes par la science, que la science pouvait tout expliquer, mais qu'elle pouvait, en expliquant tout, passer à côté des vrais problèmes. C'est un jugement très sévère quand même. Eh bien, c'est très amusant que vous me demandiez cette question maintenant,
parce que ma jeune secrétaire est en train de copier un article que je viens de lui donner et où je parle de ces grands rapports des 10 dernières années de Club of Rome, ou bien de Global Report, où on fait des statistiques formidables pour démontrer que des choses épouvantables se passaient dans le monde. Moi, ça me semble de la haute fantaisie, ça me semble l'utilisation de la science d'une façon désordonnée, là où la science ne s'applique pas, et surtout, quand on utilise simplement ces énormes données statistiques, on oublie toujours de faire entrer d'autres valeurs, qui sont les valeurs humaines. On passe à côté des valeurs humaines. Si on me dit, par exemple, que l'Amérique peut produire des quantités formidables de maïs, tandis que la France ne peut pas produire de maïs, on oublie de dire ce que moi je sais, étant été élevé en France, qu'en 1920, manger du maïs pour un Français, c'était manger comme un cochon, parce qu'il n'y avait que les cochons qui mangeaient du maïs. Et même à l'heure actuelle, on ne mange pas encore beaucoup de maïs en France. Oui, tandis qu'ici, au contraire, manger du maïs, c'était considéré quelque chose de très distingué. Eh bien, notre vie est pleine de ces subtilités qu'on ne peut pas mettre sous forme de chiffres. Oui. Autrement dit, c'est que vouloir expliquer une chose sans son contexte, et ça vous le répétez dans tous les livres que vous avez écrits, c'est passer totalement à côté de la réalité. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, je crois que si une grande transformation se produit dans les sciences, et elle va se produire, c'est qu'on va essayer de réintroduire quelque chose qu'on appelle les humanités dans l'appréciation des choses scientifiques, au lieu d'avoir simplement des chiffres, avoir aussi des valeurs humaines qui varient d'une civilisation à l'autre, d'un pays à l'autre, valeurs humaines qu'il est très difficile de traduire en kilogrammes, ou kilomètres, ou dollars. Oui. Mais comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé, avec toutes nos connaissances, à passer à côté de choses aussi simples et aussi importantes? Par exemple, quand le médecin a un rapport avec le patient, d'oublier de lui demander d'où il vient, s'il est heureux. Comment a-t-on pu en arriver là? Écoutez, ça, moi, je peux vous répondre très facilement parce que j'ai vécu cette époque-là. Quand j'ai commencé ma carrière, en 1927, eh bien, c'était le moment où, pour la première fois, on était arrivé à mettre au point des méthodes quantitatives, où on pouvait tout mesurer. Moi, j'ai passé ma vie de laboratoire à mesurer des choses, n'est-ce pas? Et dès le moment où on peut mesurer quelque chose, ça vous donne une espèce de confiance extraordinaire. Ça vous enlève le doute. Vous pouvez donner un chiffre. Et si bien que tous les jeunes médecins ont été formés à cette notion, qu'on nous enseignait d'ailleurs, que si vous ne pouvez pas le mesurer, ça n'a aucune valeur convaincante. Or, maintenant, nous venons de passer sous cette phase, et puis alors tout d'un coup, les gens se rendent compte que les questions auxquelles vous faites allusion, c'est-à-dire où vivez-vous, quels sont vos problèmes de famille, quels sont vos espoirs, quelles sont vos déceptions, que c'est tout aussi important, ou peut-être plus important, que de savoir quel est le taux de sucre dans le sang, etc. Oui. Et vous croyez effectivement que ce mouvement est en train, enfin, que ce désir de la part des gens de se resituer, mais dans leur environnement, que ce mouvement est en train de, eh bien, écoutez, de se développer? C'est assez vague, mais permettez-moi de citer un exemple personnel. Il y a à peu près une trentaine d'années, j'ai publié le premier livre sur ce sujet qui a été traduit en français sous le nom Mirage de la santé, oui. Et où justement je faisais allusion à tout ça. Or, ce livre, quand on me connaissait bien du point de vue scientifique, j'étais très connu, ce livre a été accepté, mais n'a pas très bien marché. Quelques années plus tard, j'ai publié un autre livre qui s'appelle L'homme en adaptation, qui était du même ordre, très scientifique, mais touchant à tous ces problèmes de comment est-ce que l'homme s'adapte. Et là encore, ça a été bien reçu, mais ça ne se vendait pas beaucoup. Or, ces deux livres, qui sont maintenant des livres de 20 ou 30 ans, leur vente augmente d'année en année. D'année en année. Presque tous les étudiants en médecine les ont lus, parce que ça leur exprime sous une forme
légèrement poétique, ce sens que d'être humain, de fonctionner physiologiquement en humain, dépend tout autant des choses qui se passent dans votre esprit que de celles qui se passent dans votre estomac. Oui. Mais revenons par exemple aux médecins. Vous avez dit que c'était rassurant au fond de pouvoir tout quantifier. Et effectivement, ça permettait aux chercheurs et aux scientifiques d'être rassurés sur ce qu'ils faisaient. Est-ce que vous croyez que dans une société où les gens se sentent quand même en insécurité et on a toutes sortes d'indices, est-ce que vous croyez que les gens sont prêts à accepter au fond cette insécurité fondamentale qui est totalement humaine? Et c'est peut-être ça qu'on refuse. On veut tout savoir, on veut tout expliquer et on veut tout comprendre. Oui, mais en même temps, vous le savez certainement mieux que moi, en même temps que cette médecine très savante et dont je ne veux pas me séparer, continue à exister, et prospérer, vous savez mieux que moi que le nombre de personnes, peut-être vous, qui vont consulter des, disons, astrologues ou des personnes non, ça, pas moi. qui lisent Oui. les lignes de la main, Oui, oui. augmente d'une façon phénoménale. À 2 pas d'ici, dans ce plus grand centre médical du monde, à 2 pas d'ici, il y a une astrologue, une personne qui lit les lignes de la main, et qui a un succès prodigieux. C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore rejeté, il ne faut pas qu'ils rejeter la médecine scientifique, mais ils commencent à savoir qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Or, dès le moment où cette conviction existe, je crois qu'elle va incontestablement influencer les grands instituts de recherche. Et dans le livre que je suis en train de finir, qui est fini maintenant, qui va s'appeler Célébration de la vie, dans ce livre, je fais des prédictions pour l'avenir. Tout le dernier chapitre est des prédictions sur l'avenir. Et je dis, je parie que la médecine scientifique du siècle qui vient va consacrer une énorme quantité de ressources et de pensée et de travail aux mécanismes par lesquels ce qui se passe dans notre esprit influence notre corps, et d'autre part aussi ce qui se passe dans notre corps influence notre esprit. Il va se créer une espèce de médecine nouvelle qui sera l'équivalent de la médecine des chamans dans l'Afrique centrale, mais avec beaucoup plus de connaissances, de connaissances solides. Vous êtes un homme d'espoir puisque vous croyez que l'être humain peut s'adapter à toutes les situations. Et c'est ça, c'est un de vos thèmes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le problème de l'adaptation à nos sociétés qui tournent si vite, c'est un problème de rythme d'adaptation? C'est à quel rythme l'individu peut-il s'adapter indéfiniment? Est-ce que ce n'est pas là une question importante? Eh bien, moi j'ai été très inquiet à ce sujet-là il y a seulement une vingtaine d'années. Même mes livres à ce moment-là expriment beaucoup d'inquiétude à ce sujet-là. Et depuis, j'ai plus de 80 ans maintenant, 81 ans, et j'ai pris ma retraite donc il y a longtemps, et je navigue beaucoup dans le monde, et dans toutes sortes de mondes. Et je suis étonné de voir la rapidité avec laquelle les gens peuvent s'adapter et transformer leurs habitudes. C'est absolument insensé la façon dont, disons, les Français peuvent, s'ils le veulent, s'arrêter de boire du vin. Par exemple, je parle des Français, c'est parce que j'ai des quantités de neveux et de nièces qui ne boivent pas de vin. En une génération. D'autre part, la quantité de gens, par exemple, qui se sont mis à courir, qui ne faisaient jamais d'exercice avant, et qui se mettent à courir en 2 ou 3 ans. La quantité de gens qui ont complètement transformé leur façon de manger. Si bien que je crois que nos facultés d'adaptation sont beaucoup plus rapides que ce que je ne pensais dans le passé. En terminant, j'ai envie de vous demander si on réussit à s'adapter à la vieillesse. Eh bien, je crois que nous réussirons mieux que dans le passé à nous adapter à l'avenir, parce que nous pouvons, ce que j'aime appeler, anticiper les conséquences lointaines des choses que nous faisons. Par exemple, si nous changeons de méthode de production de l'énergie, eh bien,
avant de changer les méthodes de production d'énergie, nous nous préoccupons de quels sont les effets de ces changements de production et de type d'énergie que nous allons utiliser. Nous anticipons les conséquences lointaines. Et en anticipant les conséquences lointaines, on commence à s'adapter, on commence à changer. C'est bien, je crois, qu'une des grandes sciences sociales, humaines, des temps qui viennent, ça va être l'art d'anticiper les conséquences de l'avenir et donc de s'adapter à l'avenir. Je vous remercie.